la réaction du président Zelensky qui crée une certaine sorte de réaction, notamment en Ukraine. Ce sont les déclarations très spectaculaires qu'il fait ce soir au journal Le Monde. C'est apparaît dans l'édition papier demain sur la question d'éventuelles concessions territoriales. On en est très loin, mais enfin l'idée qui existe, et sur la question, celle-là, elle est clairement expliquée par Zelensky, du fait que les Russes pourraient être conviés à la même table que les Ukrainiens. D'abord, la question territoriale. Je vais vous le dire en toute franchise, ce n'est pas la meilleure option, car nous avons affaire à Poutine, et pour lui, ce sera bien évidemment une victoire s'il récupère une partie de nos territoires, mais même plus tard, si le conflit est gelé, il peut revenir et le faire. C'est pourquoi cette question est très très difficile, et il parle pour la première fois, je ne sais pas si c'est dans la même citation, du fait que la victoire un jour pourrait être diplomatique et pas seulement militaire. Absolument. Comment expliquer ce changement de position par rapport à ce qui était toujours le fait qu'il fallait reconquérir le pays jusqu'au dernier centimètre carré de la Crimée occupée? D'abord, c'est la réalité du terrain. Oui, c'est ça, oui. Les Ukrainiens ne reçoivent pas le matériel nécessaire pour pouvoir reconquérir militairement leur territoire. Si on ne leur donne pas les équipements nécessaires, évidemment, on leur donne le nécessaire pour tenir le front, avec quelques kilomètres carrés à droite ou à gauche. Mais on ne leur donne pas les moyens, alors qu'on a 1000 fois les moyens de le faire, surtout les États-Unis. Donc, étant donné qu'on ne leur donne pas les moyens, à quoi bon continuer à se battre et à perdre des centaines de milliers d'hommes sur les prochaines années, si c'est pour finir avec une ligne de front gelée comme on a entre la Corée du Nord et la Corée du Sud? Et je pense que c'est ce principe de réalité qui est aujourd'hui. Soit vous nous donnez vraiment le matériel pour qu'on puisse gagner cette guerre, et on peut le faire, soit aujourd'hui, il faut commencer à discuter pour s'arrêter tout de suite. Et à discuter avec d'autres grands acteurs. Je pense qu'il ne faut pas du tout, entre autres, il ne faut pas du tout sous-estimer les efforts diplomatiques investis par le personnel ukrainien pour s'approcher, approcher et prendre langue avec la Chine et l'Inde. Il va y avoir une visite de Narendra Modi aussi en Ukraine très prochainement. Et ces deux poids lourds ont fait savoir qu'ils étaient surpris de l'absence de la Russie à la première conférence sur la paix qui s'est tenue mi-juin en Suisse. Et il est important, et c'est aussi cette concession que fait Volodymyr Zelensky, que dans un cycle de négociation, ou en tout cas, dans un cycle de négociation, de conférence sur la paix, le principal parti prenant à l'origine de la guerre soit présent, de manière à ce qu'on ne puisse pas non plus accuser l'Ukraine, et à ce que précisément Pékin et Moscou ne puissent pas accuser l'Ukraine de s'opposer à tout effort diplomatique. Ça ne veut pas dire que ces efforts vont aboutir à des concessions territoriales immédiates, mais en tout cas, il est important pour l'Ukraine de ne pas se présenter comme rétif à toute concession. Et puis, dans cette interview, Volodymyr Zelensky souligne quelque chose de très important. Il dit en fait, je n'ai pas le pouvoir institutionnellement, je n'ai pas le pouvoir de faire ces concessions. Seul le peuple ukrainien peut se prononcer sur des concessions territoriales. Donc il repousse aussi cette question très précise à celle de la forme d'expression, peut-être par référendum, qui sera nécessaire. Comprenez quand même que ça peut surprendre par rapport à la référence qui était la référence Churchill. Oui. On n'imagine pas Churchill dire peut-être qu'on va inviter les Allemands à une conférence de paix, puis peut-être discuter. Voilà. Churchill, c'était on va se battre même sans rien, même sur les plages, même sur les terrains d'aviation. Sauf qu'il n'a pas eu à le faire. Le territoire national n'a jamais été envahi, à part les îles le Jersey-Guernesey, le territoire national britannique n'a jamais été envahi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais même quand il n'avait pas l'aide des Américains, il y avait des voix à Londres qui disaient discutons. Oui, discutons avec les Allemands. Halifax, qui était le grand pacificateur, qui était l'ami de Chamberlain et qui avait cherché à discuter, bien entendu. Non, bien sûr. Mais là, effectivement, il y a un principe de réalité, mais on ne sait pas très bien ce qui est curieux dans la manière dont il formule ça. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'interrogations et d'angoisse, en fait. Il n'y a pas la réponse. Il ne dit pas il faut négocier, mais il y a s'il négocie, il a gagné. Mais s'il a gagné, on n'est pas sûr qu'il va parvenir après, parce que Poutine, il est capable de régénérer son appareil militaire et puis de finir le job dans 5-10 ans, ou lui ou son successeur, etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus plus de questions qu'il n'y a de réponses. C'est vrai que le président est moins affirmatif que d'habitude. C'est beaucoup moins. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de questions non résolues, à mon avis, dans sa tête, dans la manière dont il exprime cette perspective. Je pense que justement, ça ressemble quand même à un début de négociation. Au début de la réflexion qui fera que le mot négociation ne sera plus tabou. Parce que quand il dit c'est une question très difficile, il ne dit pas c'est une question
impensable. C'est une question dont on ne parlera jamais parce que justement on récupérera tout et moi j'irai me baigner en Crimée de l'été prochain comme il l'avait dit déjà l'année dernière. Alors il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que les Américains depuis un moment lui disent il ne faut pas que vous apparaissiez comme quelqu'un d'absolument buté, comme étant un obstacle finalement au fait qu'un jour on pourrait trouver une solution, etc. Et ça a été renforcé par le fait qu'il y a la perspective de la victoire de Donald Trump. Si vous lisez les déclarations de son peut-être futur vice-président sur l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, il sait qu'il est dans une course de vitesse, c'est-à-dire qu'il a intérêt à trouver une solution ou au moins un début de solution avant l'éventuelle élection de Donald Trump et de M. Vance, parce que M. Vance, lui, il dit en gros, l'Ukraine, on n'en a rien à faire, on arrête de donner des dollars, que les Russes, en gros, gardent ce qu'ils ont conquis, et puis n'en parlons plus, passons au sujet suivant, qui éventuellement pourrait être la Chine. Mais voilà, c'est pas le sujet des Américains. Le sujet des Américains, c'est la frontière mexicaine. Donc je pense que tous ces éléments mis bout à bout, ça fait qu'aujourd'hui, quand même, moi je trouve que Volodymyr Zelensky, il a entrebâillé la porte pour un changement de position, tout en se prémunissant, en disant le peuple devra dire son mot, le référendum, on n'y est pas, etc. Mais c'est plus le Volodymyr Zelensky d'avant quand même. Ça confirme l'habileté de Volodymyr Zelensky, qui a su jouer le héros mobilisateur de son peuple, mobilisateur des alliés, mais qui sait aussi entrouvrir des portes dans le fond sans rien lâcher. Parce que ce qu'il a fait en disant ce serait quand même bien que les Russes viennent à la prochaine conférence de la paix, qui suivra celle qui a eu lieu en Suisse. Enfin, où il avait refusé la présence des Russes. Bien sûr, il l'avait refusé, donc il a changé de position. Mais certains Ukrainiens vous répondront, pardon de la brutalité, c'est ce que eux ont toujours dit, c'est Pétain. Cette attitude-là, c'est Pétain, c'est Munich. Non, parce qu'il a changé de position. Avant, il disait « Je ne veux pas parler à Poutine, sauf s'il retire ses troupes de l'ensemble du territoire du territoire ukrainien, pardon. » Et maintenant, il dit « J'accepte que les représentants de Poutine soient là. » Et dans le fond, on peut tout à fait avoir quelque chose qui soit l'embryon d'une conférence de la paix, alors que les combats continuent. Après tout, la conférence de Paris sur le Vietnam, elle a duré combien de temps, alors que les combats continuaient entre les Américains et les Vietnamiens? C'est pas incompatible du tout. Oui, mais les Américains ne défendaient pas leur propre territoire. Oui, mais les Vietnamiens, si. Là, oui, bien sûr, mais bien ça, sûr. C'est l'affaire des Vietnamiens. Mais là, si les Américains, voilà. Ce que je veux dire, c'est que là, en effet, et je crois que, comme ça a été suggéré tout à l'heure, une visite très importante ces derniers jours a été la visite de Kouleba en Chine, où il a discuté avec son homologue, Wang Yi, très longuement, et apparemment, il était assez content, parce que Wang Yi lui a dit, mais nous, on n'a aucun problème avec le respect du droit international. On n'a aucun problème avec l'intégrité territoriale des États comme principe du droit international. Mais effectivement, ça veut dire qu'un jour pourrait se dessiner une solution dans laquelle on reconnaîtrait l'intégrité territoriale des États. Je me permets de citer Oksana Menichuk qui m'écrit à l'instant, qui dit, elle croit uniquement dans la capitulation de la Russie. Oui. Il n'est pas question... Voilà. Oksana Menichuk. Oksana Menichuk, absolument. C'est impossible, puisque Volodymyr Zelensky lui-même a dit qu'il n'est pas venu aux Jeux Olympiques à Paris parce que la situation sur le front est particulièrement tendue. Maintenant, il dit que éventuellement les territoires, il ne le dit pas comme ça, mais il pourrait y avoir une négociation. Donc, je crois qu'elle a complètement inversé le rapport de force. Et en fait, c'est les Ukrainiens qui sont en situation de faiblesse et ils ne s'attendent pas à la capitulation de la Russie. Le climat en interne en Ukraine... Oui, difficile. Alors, c'est pas seulement qu'il est difficile, parce que c'est aussi que pour la première fois, les sondages dont dispose la Bankova, la présidence ukrainienne, montrent qu'il y a aussi une très légère inversion dans la proportion des Ukrainiens qui seraient prêts à envisager l'ouverture de négociations. Mais encore une fois, négocier, ça ne veut pas dire abandonner. Disons que maintenant, ça baisse un petit peu, mais c'est toujours majoritairement pour le combat. Il y a beaucoup plus de gens qui sont pour la négo. Donc je pense qu'ils s'en sortent. Et peut-être que c'est aussi un ballon d'essai avec la pression derrière diplomatique. Mais pardon, de la Chine. peut-on négocier avec quelqu'un qui occupe une partie de notre territoire? Tout dépend du cycle de négociation et de l'objectif qu'on se fixe. En principe, la théorie était non. Je vous rappelle ce que disait toujours Boris Johnson, qui disait on ne parle pas avec quelqu'un qui a une jambe, avec un crocodile qui a une de vos jambes dans la gueule. Bien sûr. Écoutez aujourd'hui l'évolution du discours de M. Zelensky qui dit, écoutez la version orale, qui dit pourquoi pas, on pourrait inviter les Russes à Kiev. La majorité du monde veut.
la majorité du monde dit aujourd'hui que la Russie doit être représentée au deuxième sommet. Sinon, nous n'obtiendrons pas de résultats probants, parce que la Russie est en guerre contre l'Ukraine. Et ce sont les partis dans cette guerre. C'est pourquoi le monde entier a besoin que les représentants de la Russie soient présents au deuxième sommet. Comment expliquer ce virage? L'idée que le président Zelensky dise que la Russie soit, après Boutcha, etc., que la Russie soit représentée à Kiev. Pour que les Russes viennent et ne puissent pas jouer leur atout en disant les Ukrainiens ne veulent pas négocier avec nous, il faut au contraire leur ouvrir la porte et gagner du temps et poser des conditions. Tout dépend de comment vous allez naviguer cette volonté apparente de négocier. Et encore une fois, ça va faire remonter des informations depuis le terrain. Oui, c'est reconnaître le régime de Moscou. Non, c'est reconnaître qu'il peut y avoir des représentants de la Russie à la table des négociations. On n'a jamais parlé de Vladimir Poutine à la table des négociations. Mais c'est les représentants de Poutine, c'est pas les représentants de... Évidemment, de l'État russe. Il faut rappeler quand même qu'au début de la guerre, il y a eu des négociations. Ils se sont vus plusieurs fois en Bélarus, si je me souviens bien. Bon, ça n'a abouti à rien. Mais ils se parlent. Ils se sont parlé pour l'accord des céréales. Pour tous les échanges de prisonniers. Les échanges de prisonniers, etc. Donc, ils se parlent régulièrement, soit par des États interposés, et les contacts, les ponts ne sont absolument pas coupés aujourd'hui. Le vrai problème, c'est que, et c'est vrai que l'Ukraine est dans une situation de faiblesse. Alors, la question, est-ce qu'on négocie quand on est dans une situation de faiblesse? Quand on n'a pas le choix, parce qu'on voit qu'on va s'écrouler, on négocie. Alors, l'Ukraine n'en est pas là. Mais le vrai problème, c'est que je pense qu'il anticipe une victoire de Donald Trump. Oui, bien sûr. Je pense que Zelensky, fin novembre, si c'est Kamala, reprendra de la superbe et évitera ne parlera plus de la même chose, de la même manière d'une négociation. Plus de F-16. Voilà, à ce moment-là, ça sera autre chose parce que les Américains, il y aura au moins 4 années d'aide militaire constante à la clé. Si c'est Trump, effectivement, il va être obligé d'inventer quelque chose.